Bonsoir mesdames et messieurs, voici les titres à la une de ce journal. Le conseil hebdomadaire du gouvernement s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Sous la supervision du président Alassane Ouattara, le conseil a abordé entre autres la gestion des risques budgétaires et la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production alimentaire. À la Cour pénale internationale, les juges ont rejeté ce mercredi la demande du maintien en détention de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé dans un procès en appel réclamé par le procureur. Le procureur qui a pour une nouvelle fois fait appel de la décision des juges. Les détails dans ce journal. Et le Parlement britannique a rejeté de justesse la motion de censure contre Theresa May. La première ministre britannique a désormais jusqu'à lundi pour présenter un plan B de sortie de l'Union européenne. Bienvenue dans ce 23h. Le traditionnel conseil hebdomadaire du gouvernement s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. La gestion des risques budgétaires, la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production était au cœur de cette réunion. Le compte-rendu avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 16 janvier, sous la présidence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a arrêté des mesures fortes dans la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production. Suite à la diffusion d'une vidéo relatant les conditions insalubres de production de vin, les investigations d'usage ont été effectuées en vue de vérifier les faits et d'identifier les entreprises mises en cause. Il s'agit des sociétés MIB et MIBEN, sises à la zone industrielle de Koumassi, spécialisées dans le reconditionnement du vin importé en vrac sous le nom commercial Château de France. Au regard des conditions insalubres avérées de production et des conditions pénibles des travailleurs, il a été procédé immédiatement, suivant les procédures en vigueur en la matière, à l'arrêt de la production et à la saisie conservatoire de tous les stocks de produits finis. Aussi, compte tenu de la gravité des faits, le Conseil a arrêté les mesures suivantes. La suspension des activités des dites sociétés jusqu'à leur mise en conformité aux normes en vigueur en matière d'hygiène et de fabrication du secteur. La suspension de toute campagne et spot publicitaire relatif aux produits des entreprises incriminées. La suspension de la mise en vente des stocks disponibles auprès des grossistes, demi-grossistes et détaillants jusqu'à ce que leur conformité aux normes soit prouvée. En outre, le Conseil a instruit le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de procéder à des opérations de contrôle et à des inspections des usines de fabrication de produits alimentaires et de prendre les dispositions réglementaires pour la mise en place de plans de maîtrise sanitaire au sein des entreprises agroalimentaires. Le Conseil a aussi décidé de la mise en place des mécanismes d'anticipation des recettes publiques pour réduire les risques budgétaires. Ce mécanisme prend appui sur un ensemble d'indicateurs pertinents infra-annuels qui permettra de suivre régulièrement les performances des entreprises en matière budgétaire, de gouvernance ainsi que d'endettement. Les indicateurs portent plus précisément sur le suivi rapproché de l'évolution de ces entreprises par rapport aux prévisions des chiffres d'affaires, des résultats nets, des charges et des investissements réalisés, mais également par rapport à l'application effective des textes légaux et à la mise en œuvre des meilleures pratiques relativement aux organes d'administration et de gestion des entreprises publiques. Dans le cadre de la resocialisation des jeunes, le gouvernement a autorisé la réhabilitation du centre de service civique de Guinguirény dans le département de Boundiali. Et à l'issue de ce conseil, le porte-parole du gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur se sont prêtés aux questions des journalistes. Les échanges portaient sur les questions liées à l'actualité de la société ivoirienne, suivant ce élément. La conférence de presse, essentiellement consacrée aux questions liées à l'actualité nationale, a permis au gouvernement d'apporter des éclairages sur le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale.
En matière de procédure devant la CPI, ce ne sont pas les États qui poursuivent, c'est la CPI qui poursuit. C'est la CPI qui fait son enquête, c'est le procureur qui fait son enquête, qui détermine ses témoins. Et l'État est tenu de coopérer. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas participé aux procédures d'enquête. Il a exécuté une coopération, pas plus. Donc, c'est des procédures essentiellement dirigées et menées par la CPI. Donc, je peux vous l'assurer, cela n'est pas de notre responsabilité. Et d'ailleurs, nous, on a mené nos procédures au plan national, ça aboutit à des condamnations. Sur les poursuites contre les députés Jacques Ewo et Alain Lobognon, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a précisé qu'il n'y a pas de conflit entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. L'immunité parlementaire s'entend de deux sortes. Il y a l'article 91 de la Constitution qui prévoit l'irresponsabilité. L'irresponsabilité concerne les actes commis par le député dans le cadre de l'exercice de sa fonction de député. De sorte que lorsqu'un député est en séance de débat parlementaire, légifère, en commission parlementaire, les propos qu'il tient, il est irresponsable. C'est une immunité totale. À côté de l'irresponsabilité prévue par l'article 91, on a l'inviolabilité, prévue par l'article 92. Cette immunité concerne les actes détachables. Et c'est une immunité qui est relative. Par acte détachable, il faut entendre des actes qui ne sont pas en lien avec la fonction du parlementaire. De sorte que lorsqu'un député, au volant de son véhicule, ivre, tue un piéton, c'est un acte détachable. Lorsqu'il commet une escroquerie, c'est un acte détachable. Il peut avoir commis des faits avant d'être député. Mais pour cela, que prévoit la Constitution? Deux situations. Pendant la session parlementaire, le député ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf les hypothèses de flagrant délit ou de poursuite autorisée. En dehors des sessions, le député ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau. Il n'y a pas d'immunité totale en matière d'inviolabilité, parce que les actes sont détachables. Il n'y a pas d'acharnement non plus, circuit que ce soit. Si vous parlez de M. Jacques Ewo, il est poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite. Et ces faits sont matérialisés, c'est factuel. Quant à M. Lobognon, il est poursuivi en matière de flagrant délit pour avoir incité à la violence et diffusé de fausses nouvelles. Ce sont des actes qui sont détachables de la fonction parlementaire. On est hors session. Donc il n'y a pas de conflit. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est pour sa part prononcé sur la situation au conseil municipal du Plateau. Il était important pour l'administration, pour protéger les intérêts de la collectivité territoriale du Plateau, de faire suspendre l'installation des organes de cette collectivité pour permettre à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Dès l'instant où la justice aura fini de faire les enquêtes, où les conclusions de cette enquête auront été tirées, l'installation des organes de la commune de Plateau sera donc faite. Notons qu'une délégation spéciale présidée par le préfet d'Abidjan assure pour le moment la gestion courante de la commune du Plateau.
Et ce qui fait aussi l'actualité en Côte d'Ivoire, ce sont les nouvelles en provenance de La Haye. Les juges de la CPI ont rejeté ce mercredi 16 janvier à la majorité la demande du maintien en détention de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé dans un procès en appel réclamé par le procureur. Les détails de l'audience de cette journée dans ce point présenté par Gabriel Zani. Acquittés hier mardi de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé obtiennent la libération immédiate sans condition ce mercredi. C'est le verdict prononcé par le juge Kounouta Fouzeur. Les juges de la CPI ont rejeté à la majorité la demande de maintien des deux hommes en prison. Par écrit, les procureurs de la CPI ont fait appel de la décision d'acquittement rendue hier mardi. Dans l'audience tenue ce mercredi matin, le bureau du procureur a exposé les arguments selon lesquels Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devraient rester en prison le temps de la demande d'appel. Selon l'accusation, les deux hommes pourraient tenter de fuir la suite du procès et que leur libération soit soumise à des conditions. La défense avait rejeté tous les arguments de l'accusation en prouvant qu'une mise en liberté soumise à des conditions reviendrait à reconnaître que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont coupables alors qu'ils ne le sont plus. Elle avait aussi estimé que ses clients ont été acquittés, reconnus innocents et donc ils doivent être libérés, comme l'ont affirmé les juges à la majorité. L'audience a repris ce mercredi après-midi, mais les faits sont allés très vite. Le juge Kounouta Fouzeur, dans sa décision, est allé à l'encontre du maintien en détention. Pour lui, il n'est pas approprié que le procès continue sur les bases superficielles. Il a rejeté ainsi l'appel de l'accusation. Cependant, le juge demande l'obtention des assurances des ex-accusés et de leurs avocats de revenir devant le tribunal de la CPI si celui-ci ordonne leur présence à l'avenir. Et suite à cette audience, le procureur de la CPI fait une nouvelle fois appel de la décision de libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Il demande que cet appel soit suspensif. À Abidjan, la décision de libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé suscite chez les familles des victimes un sentiment de désapprobation. Ce mercredi, dans la commune d'Abobo, les femmes ont manifesté dans les rues. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Rond-point d'Abobo-Banco ce mercredi, une manifestation initiée par les parents des victimes de la crise post-électorale. Ils protestent contre la décision de la CPI d'acquitter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Gbagbo, on nous dit qu'il a été acquitté de ses droits et Blé Goudé. Non, nous les femmes d'Abobo, on ne peut pas rester sur ces mots. On a été témoins des faits. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire non. On est contre la libération de Gbagbo. Les manifestants déplorent aussi le regain de violence que cette situation entraîne aujourd'hui. Quand on dit il a été acquitté, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Maintenant, qui a fait? Qu'on nous dise qui a fait. Outre la décision de libération attendue, la Cour pénale internationale devra aussi se prononcer sur le processus de prise en charge des victimes de la crise post-électorale dans le pays. Et dans le même ordre, le gouvernement ivoirien a déclaré prendre note de la décision de la CPI et souhaite qu'elle aille dans le sens de la décrispation dans notre pays. Pour les victimes de la crise post-électorale, des mesures additionnelles de soutien sont annoncées. Le gouvernement ivoirien s'est exprimé sur l'annonce de la liberté sans condition accordée à l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé dans ce communiqué que je vous propose d'écouter. Le mardi 15 janvier 2019, la Cour pénale internationale, CPI, a rendu une décision portant acquittement et libération immédiate de l'ancien président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Dans les heures qui ont suivi cette décision, des manifestations localisées de joie, d'une part, et de désapprobation, d'autre part, ont été constatées dans certains quartiers d'Abidjan et quelques localités de l'intérieur du pays. Le gouvernement prend note de la décision rendue par la Cour pénale internationale. Le gouvernement prend également note de la décision du procureur de la CPI de faire appel de cette décision. Dans ces circonstances, le chef de l'État et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien. Des mesures additionnelles seront prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soulager et soutenir davantage. Le gouvernement souhaite que cette décision aille dans le sens de la décrispation
de notre pays tel qu'engagé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à travers les actes forts qu'il a initiés dans le sens de la paix et de la réconciliation. Le président de la République et le gouvernement réitèrent leur volonté de consolider la paix, la cohésion nationale et le développement de notre pays. Ils appellent l'ensemble des populations au calme, au pardon et à la réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour faire face aux défis de son développement économique et social afin de continuer d'améliorer les conditions de vie de tous les Ivoiriens. Passons à un tout autre sujet. À présent, le vice-président de la République a reçu le président du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Cette première visite en Côte d'Ivoire du président du CICR nous est rapportée par Viviane Haïma. Une des activités de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire est l'assistance aux détenus dans les prisons à travers des visites qui leur sont rendues périodiquement. L'année 2019 marque les 20 ans d'exercice de cette action humanitaire menée par la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. Un anniversaire qui a été marqué par la visite à Abidjan du plus haut responsable du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, qui dirige l'institution internationale non gouvernementale d'aide humanitaire depuis 2012. Le premier responsable du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a été reçu par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, avec qui il s'est entretenu des activités d'assistance et de protection du CICR en Afrique. Il faut dire que la délégation de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire couvre à la fois 8 pays, dont la Guinée, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, la Sierra Leone et le Libéria. Le président du CICR a par ailleurs noté que les conditions de détention sont bonnes dans les prisons ivoiriennes. Cette visite, elle reflète une excellente coopération que nous avons entamée avec la Côte d'Ivoire depuis un certain temps, d'abord opérationnelle quand le pays était pas aussi stable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, axé sur certaines thématiques, et c'était l'occasion de faire un peu le point. On se félicite de l'excellente coopération dans le domaine de la détention et on a des activités à ce sujet. Le CICR est en train de créer ici un hub logistique qui servira les opérations du CICR en Afrique de l'Ouest. Et donc, ce sont deux exemples de notre coopération ici et l'occasion aussi de voir comment on peut travailler dans l'avenir sur ces axes encore mieux ensemble. La Croix-Rouge internationale est une institution non gouvernementale d'aide humanitaire qui a été créée le 17 février 1863 par un groupe de citoyens de la ville de Genève, en Suisse. Hors de notre pays, la 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'ouvrira ce jeudi. Le thème de cette conférence est émergence, secteur privé et inclusivité. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly y représente le chef de l'État et y prendra part aux travaux. Adama Koné. S'il est admis dans le milieu économique et financier que l'Afrique réalise depuis plus d'une décennie les meilleures performances en matière de croissance économique, les dirigeants de ce continent ont à cœur de transformer tout leur potentiel pour que le développement soit une réalité quotidienne pour leur population. Et une des démarches pour parvenir à ce résultat est la définition d'un cadre de réflexion et de partage d'expériences qui permettrait d'éviter les écueils. La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, CIEA, est née de cette volonté. Après avoir pris ses marques en 2015 et 2017 au bord de la lagune Ibri en Côte d'Ivoire, c'est la capitale du pays de la Teranga, Dakar, qui accueille la 3e édition de la conférence. Gouvernants africains, experts, partenaires financiers et techniques se donnent rendez-vous à partir de demain autour du thème émergence, secteur privé et inclusivité. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly participe à ces travaux en tant que représentant du président de la République, Alassane Ouattara.
Il s'agira d'abord, pendant 2 jours, de renforcer la collaboration entre les structures chargées de conduire les plans d'émergence. Ensuite, faire le point des pays africains sur le chemin de l'émergence. Enfin, identifier les bonnes pratiques et les capitaliser dans une approche d'inclusivité. Car pour les dirigeants africains, le privé doit être la locomotive du développement. À la matière, faut-il le rappeler, le plan national de développement 2016-2020 de 30 000 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire fait du secteur privé le premier bailleur de fonds avec une participation de 60%. Une réalité que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly partagera dans sa communication à la faveur de cette rencontre. Le chapitre politique de ce mercredi, le congrès constitutif du RHDP, prévu le 26 janvier prochain, continue de mobiliser. Retour sur les pré-congrès régionaux dans les villes de Bondoukou et de Soubré. Abdallah Mabrit Ouakos, président du pré-congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, en charge du Gontougou, invite les militants de son groupement politique à la mobilisation pour les futures joutes électorales. Lors de la restitution des travaux en groupe à Bondoukou sur les différentes commissions du congrès du 26 janvier, il a invité les militants à travailler ensemble dans la confiance et la discipline, leur demandant également de veiller sur l'héritage légué par le président Houphouët-Boigny. Les travaux du pré-congrès consistaient à apporter des avis et amendements sur les 4 commissions retenues pour le congrès du RHDP le 26 janvier. D'en haut, Paulin Claude, premier vice-président du comité d'organisation du congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, était à Abouville. Sa mission, engager les travaux du pré-congrès du RHDP. Damba Ngoupière, président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, a tenu à rassurer les émissaires du parti naissant de l'adhésion des populations aux objectifs de rassemblement, de développement et de paix du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Le pré-congrès du RHDP dans l'Agnébi-Tiassa s'est achevé par la lecture du rapport de synthèse et de 2 motions de soutien au président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara. À la maison du PDCI de Soubré, les militants de ce parti favorable au RHDP ont réaffirmé leur attachement et leur soutien à Alain Richard Dombaï ainsi qu'au mouvement PDCI Renaissance. En l'absence de leur leader, les porte-paroles de l'Union des femmes du PDCI, de la jeunesse du PDCI et des secrétaires de section de Soubré ont tour à tour indiqué que le PDCI Renaissance est désormais une réalité à Soubré et dans la région de la Nawa. Un mouvement qui, selon les militants, partage les valeurs et les mêmes idéaux que le RHDP, dont la vision, ont-ils rappelé, s'inscrit dans une dynamique de réconciliation et de paix. Le PDCI Renaissance de Soubré se dit prêt à relever le défi de la mobilisation, un défi qui passe par une participation massive de ses militants au congrès constitutif du RHDP le 26 janvier prochain. Et parlons de bonne gouvernance. Une table ronde a réuni hier les différents représentants du comité de pilotage pour l'élaboration du plan national de gouvernance. Une rencontre pour conduire le processus d'auto-évaluation de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Olivier Iribi et Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire se dote d'un programme national de gouvernance pour renforcer la bonne gouvernance dans le pays. L'inspecteur général d'État Wandoli Théophile a procédé au lancement du comité de pilotage du programme. Haute autorité pour la bonne gouvernance, Inspection générale d'État, Secrétariat national au renforcement des capacités et MAEP, autant de structures réunies pour définir la stratégie et la feuille de route de l'élaboration du dit programme. La présente rencontre du comité de pilotage est importante et à plusieurs titres, puisque c'est de rampe de lancement des activités du comité national de pilotage du plan national de gouvernance. Plus particulièrement, cette rencontre doit permettre non seulement de présenter l'équipe du comité national de pilotage et les principaux défis qui se présentent au dit comité, mais également de passer en revue la feuille de route de l'élaboration du plan national de gouvernance. Rappelons que depuis le 29 janvier 2015, le mémorandum d'entente conclu par la Côte d'Ivoire sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs l'oblige à faire son auto-évaluation et à se faire évaluer par les autres pays.
Dans le secteur de l'éducation, la ministre Raymonde Goudou Kofi, ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public, a offert des tables-bancs, du matériel didactique et de coopératives scolaires à 3 écoles dans la sous-préfecture de Pueblo. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement politique de l'école obligatoire Léon Bro. EPP Kouadiokonakro, département de Toumoudi. 2 ans déjà que cette école communautaire créée en 2012 a intégré la carte scolaire après l'adoption en 2015 de la loi sur l'école obligatoire. Mais seulement 5 classes du CP1 au CM1 encore en matériaux précaires, à l'image de ce campement d'environ 1000 âmes dans la sous-préfecture de Pueblo. Tout aussi précaires, les conditions de travail. Nos élèves sont obligés de se coincer 5 à 6 parce qu'il n'y a pas de table-banc. Nous n'avons pas de livres aussi, les guides maîtres non plus. 5 enseignants, dont 3 bénévoles pour 136 écoliers, dont 79 filles. La scolarisation de la petite fille à Kouadiokonakro, saluée par la ministre de la modernisation de l'administration. Chers parents, je vous félicite pour le nombre de filles, car vous avez bien compris le message du président Alassane Ouattara d'inscrire les filles à l'école et de leur donner toutes leurs chances. Traduction concrète des encouragements de Raymonde Goudou Kofi, 100 tables-bancs, 6 mallettes pédagogiques, 20 machettes, 10 arrosoirs, 10 pelles, 10 brouettes, de quoi renforcer les capacités de l'EPP Kouadiokonakro et de 2 autres écoles de Toumoudi. La force d'un État repose sur la qualité de l'éducation de sa population. Je me réjouis donc, ce jour, de pouvoir, moi aussi, apporter ma contribution à cette noble vision du chef de l'État, ici, dans mon département, dans ma sous-préfecture de Pueblo. Raymonde Goudou Kofi de s'engager à intercéder pour la construction de bâtiments modernes en remplacement des écoles en matériaux précaires invite à davantage faire confiance au président Alassane Ouattara. À San Pedro, la nouvelle usine Sifka a été inaugurée, d'autant qu'elle est restée fermée pendant 10 ans. Les précisions de Noël Niagno. C'est reparti pour l'usine Sifka Corp de San Pedro après 10 ans de fermeture. Un instrument de régulation des exportations dans la filière café-cacao. Il est bâti sur une superficie de 2500 m² avec une capacité de stockage de 60 000 tonnes et un laboratoire d'analyse. Il vient donner espoir aux producteurs de la région. Aujourd'hui, beaucoup de coopératives aspirent à l'exportation et cherchent à émerger. Mais seul, on n'y pourra jamais. Il faut une grande entreprise phare qui va coordonner et soutenir les coopératives de base pour pouvoir émerger. Les perspectives, exporter 8000 tonnes de café et cacao d'ici à janvier 2019. Le personnel s'est engagé à mener à bien cette mission. Quant au directeur général du groupe Sifka Corp, il a rappelé les avantages liés à la réouverture de l'usine. Aujourd'hui, l'ouverture du site de San Pedro va être une solution à l'emploi dans un premier temps dans la région de San Pedro. Et ça va être également une solution pour l'exportation du café et du cacao. Sifka Corp va permettre la rapidité dans le fonds de développement des coopératives et des producteurs. Donc, vous prenez le produit de la campagne, vous arrivez à Sifka Corp, vous le livrez et nous, dans la journée, nous payons. Le groupe Sifka Corp, c'est 10 centres de collecte et 2 usines réparties sur le territoire national. Avant l'usine de San Pedro, le centre de collecte de Daloa a été réhabilité. Dans l'actualité internationale, le Brexit, les députés britanniques ont rejeté ce mercredi soir une motion de censure contre la première ministre Theresa May. Au lendemain du rejet massif de son plan de sortie de l'Union européenne, la première ministre britannique a survécu de justesse à la motion de censure déposée par l'opposition travailliste. Il fallait 318 voix à Theresa May pour conserver son poste. Par 325 voix contre 306 voix, les députés ont exprimé leur confiance
dans le gouvernement derrière lequel la majorité avait resserré les rangs malgré les divisions internes sur le Brexit. Theresa May a jusqu'à lundi prochain pour proposer un plan B au Parlement britannique. Deux options s'offrent à elle, principalement s'engager à retourner négocier à Bruxelles ou demander un report de la date du Brexit. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. La suite de l'actualité demain sur RTI1. Bonne soirée chez vous.